l'enregistrement. Là, c'est bon. OK. Et maintenant, si je fais ici, c'est bon. OK. On bascule et là, ça avance. OK, parfait. Alors, en fait, on va voir même 4 transformations aujourd'hui, mais qui sont liées les unes aux autres. La reconstruction inférieure et l'ouverture par reconstruction. En fait, l'ouverture par reconstruction, c'est un cas spécial de la reconstruction inférieure. Et après, on verra la transformation duale, la reconstruction supérieure et la fermeture par reconstruction. Alors, la reconstruction inférieure, d'abord, on doit définir la dilatation conditionnelle d'une image. Je vais voir si je fais ça, est-ce que ça me gonfle d'avoir 2 trucs? Oui, c'est bon, ça marche quand même. Il n'y a pas de problème. Je vais garder un seul AirPod, ce sera bien. Donc, la dilatation conditionnelle, c'est une transformation qui prend deux images et un élément structurant. Et la dilatation conditionnelle, ça marche comme ça. Donc, c'est une dilatation conditionnelle d'une image M, qu'on appelle une image de marqueur, par un élément structurant E, restreinte à une image I. Donc, l'image I, en général, c'est votre image qui contient l'information importante, l'image de départ. Et l'image M, c'est l'image qui a été obtenue à partir de I à partir d'un filtrage, donc une image qui a récupéré des éléments spécifiques de M. Et ce que l'on fait, c'est que l'on va en fait dilater M par l'élément structurant E, et ensuite on fait un minimum pixel à pixel avec l'image I. Donc je répète, les deux transformations importantes qui s'imbriquent pour la dilatation conditionnelle, c'est prendre l'image M, qui est donc une image de marqueur, la dilater par E, et ensuite faire un minimum pixel à pixel avec l'image I. Alors si on regarde par exemple sur un profil 1D, on imagine qu'en bleu c'est l'image I, et on imagine qu'en rouge c'est l'image M. Donc E c'est ce segment. Quand on va faire une dilatation de M par E, on va obtenir ça. Et ensuite, quand on va faire minimum entre M et I, on voit que les parties de M qui passent au-dessus de la courbe I vont descendre en dessous, et voilà ce qu'on obtient. Pour le moment, c'est normal que vous vous disiez à quoi ça sert cette transformation. Elle n'a pas d'intérêt directement pour vous, mais vous allez voir, ça va venir. Alors en fait, cette transformation, on peut la répéter, parce qu'elle n'est pas idempotente. Donc, on peut la répéter, et on va la répéter, on va dire par exemple, si on la met à la puissance n, c'est simplement répéter n fois la transformation, c'est-à-dire on dilate M par E et on fait un minimum pixel à pixel avec I. Le résultat, on le redilate par E et on fait un minimum pixel à pixel avec I. Le résultat, on le redilate par E, on fait un minimum pixel à pixel avec I, etc. Et on le fait n fois. Ça nous amène à la reconstruction inférieure. Alors la reconstruction inférieure, c'est quoi? C'est de répéter jusqu'à stabilité cette transformation. C'est-à-dire que vous allez dilater M par E et faire minimum pixel à pixel avec I jusqu'à ce que le résultat obtenu n'évolue plus. Et en fait, vous êtes garanti, en discret, d'atteindre à un moment donné une stabilité en un temps fini, puisque c'est une transformation qui est croissante, puisqu'il y a une dilatation. C'est une transformation qui est croissante et qui est majorée, puisqu'elle est majorée par I. Étant donné que vous êtes dans le discret, vous savez que chaque pixel va au moins augmenter, enfin, il y a au moins un pixel de l'image, si vous n'avez pas atteint stabilité, il y a au moins un pixel de l'image qui a modifié sa valeur de plus 1. Et donc, vous êtes garanti que comme c'est croissant, majoré, qu'il y a un minimum d'augmentation d'un pas à l'autre, qu'à un moment donné, soit on atteint la valeur de I, soit on atteint en tout cas une autre bande supérieure qui sera notre résultat de notre construction inférieure. Voilà, donc comme c'est une transformation croissante et majorée, vous êtes sûr qu'elle a une bande supérieure, et cette bande supérieure, en fait, elle est atteinte, donc elle a bien une limite qui est atteinte. Donc vous atteignez bien quelque chose, à un moment donné, vous atteignez bien la stabilité en un temps fini. Alors, je vous montre en fait l'intérêt de cette transformation, et c'est ce slide qui vous montre à quoi ça sert cette transformation. Donc vous avez l'image I qui est là, et vous avez l'image M qui est en fait le résultat d'un filtrage de I. Donc en fait c'est un ensemble, en général en tout cas, en général M c'est un ensemble de pixels qui sont à I. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors malheureusement j'ai peut-être que si, non j'ai pas fait les étapes intermédiaires, il faudrait que je le fasse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez dilater M
par E. Alors E, en général, ça va être un élément structurant. Par exemple, on va prendre gamma 8. Donc quand vous allez dilater M par E, les petits morceaux blancs vont commencer à s'élargir. Par exemple, si on se concentre sur ce morceau-là, la dilatation, ça va nous faire un truc un peu plus grand. Quand on va faire le minimum pixel à pixel avec I, ça va rester tel quel. On continue à dilater, ça va devenir de plus en plus grand. Puis ça continue de grandir, etc. Donc I, c'est, je vais le dessiner en bleu, I, c'est cette espèce de rectangle. Et donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que ma reconstruction, ma dilatation, elle sort de I? Comment? Donc, les parties qui, voilà, qui sortent, elles redeviennent noires et je me recolle à chaque fois sur le rectangle. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ça grandit jusqu'à remplir le rectangle et ça reste à l'endroit du rectangle. Ça ne sort pas du rectangle. Donc, ça permet de reconstruire quoi? Ça permet ici de reconstruire la composante connexe, là où les composantes connexes de I, qui contenaient des pixels blancs dans M. Et les composantes connexes, donc les morceaux, sont définis par l'élément structurant que vous avez choisi. Donc si vous choisissez gamma 8, ce sera une composante 8 connexe. Donc je vous rappelle, les composantes connexes, c'est les morceaux, on peut aller d'un pixel à l'autre en passant par des points, des pixels voisins entre eux, et les voisinages sont définis par l'élément structurant. Donc ici, gamma 8, ça veut dire qu'on accepte de passer en diagonale. Et si j'utilisais gamma 4, ça reconstruirait la composante 4 connexe, qui sera en fait les mêmes, parce qu'ici, les composantes 4 connexes et 8 connexes sont les mêmes. Donc cette transformation, ça va permettre en fait, sur une image binaire, de récupérer des composantes connexes, ce qui est intéressant, puisque pour nos graineries, ça va permettre de faire une transformation qui va permettre de récupérer chaque grainerie individuellement et de faire des mesures individuellement sur le grainerie. Alors, en fait, cette transformation, elle va un peu plus loin. Elle peut s'expliquer, on peut voir ce qu'elle fait en niveau de grille. Alors, sur une image binaire, si I est une image binaire et P, c'est un pixel qui est blanc dans I. On prend M, notre image de marqueur, qui est une image où seul M de P vaut 1. Eh bien, la reconstruction inférieure de I par M avec gamma 4, c'est une image binaire où seule la composante 4 connexe de I qui contient P apparaît. Et avec la reconstruction inférieure de M par I, par M à l'aide de gamma 8, c'est une image binaire où seule la composante 8 connexe de I qui contenait P apparaissait. Vous voyez ici, par exemple, si je me limitais à un pixel là-dedans, il y a la reconstruction inférieure de I par M avec l'aide de gamma 8 ou gamma 4, ce serait la composante connexe de I qui contient P qui sortirait dans mon résultat. Donc c'est une transformation qui va vous permettre d'extraire des composantes connexes assez facilement. Alors là, c'est pas très intéressant, l'exemple, on s'en fiche. Regardons plutôt cet exemple-là. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne sur une image 2D qui n'est pas binaire, donc en niveau de grille. Et vous allez voir en fait que cette vision des choses de composantes connexes, ça permet d'aller un peu plus loin. On peut l'expliquer différemment et ça donne quelque chose d'intéressant en niveau de grille. Alors, ça, là, vous avez I, c'est cette image-là, et là, vous avez M, c'est une image où j'ai juste mis quelques pixels à blanc. Je lance la reconstruction, et vous voyez, c'est un processus itératif. Il y a une boucle, etc., jusqu'à atteindre stabilité. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Et là, on a atteint stabilité, donc le processus s'arrête. Et voilà l'image qu'on obtient. Alors en fait, l'image qu'on obtient, on peut l'interpréter d'une certaine façon. Alors, la reconstruction inférieure, c'est donc une transformation qui prend une image I en entrée et une image M, une image de marqueur. Ici, l'image M, c'était le petit rectangle blanc ici. Et ça prend un élément structurant E et ça nous donne un résultat S. Alors ce résultat S, comment on peut l'interpréter? En fait, S, c'est une image en niveau de grille qui va avoir le même aspect que I, mais elle aura les mêmes montagnes que M. C'est-à-dire que là où M a des montagnes, S aura des montagnes. Et là où M n'a pas de montagne, S n'aura pas de montagne. Donc S, c'est une façon de mélanger l'aspect de I et les montagnes de M. Et ce mélange s'est fait avec l'élément structurant E. Si vous regardez ici le résultat qu'on obtient, je ne sais pas si j'en parle
euh, ici plutôt, voilà. Sur ce résultat, en fait, vous avez votre image I qui est là, et en fait, cette image, elle a plein de petites montagnes. On ne le voit pas forcément, mais il y a plein de petits groupes de pixels blancs qui sont un peu plus hauts que leurs voisins et qui forment plein de petites montagnes. M, par contre, il n'y a qu'une seule montagne. Et ben, dans l'image résultat de S, il n'y a qu'une seule montagne également. Cette image-là, elle n'a qu'une seule montagne qui est localisée à l'endroit de la montagne de M, qui est localisée par ici. Il n'y a qu'un seul pic. Et c'est-à-dire que de cet endroit à tous les autres pixels, on est capable de suivre un chemin qui ne fait que descendre sans jamais remonter. Il n'y a qu'une seule montagne dans cette image de droite. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Vous montrez le relief en fait de l'image S, le résultat. C'est pour vous montrer qu'il n'y a bien qu'une seule montagne. Cette montagne, elle est localisée là où il y avait les montagnes de M. Et de cet endroit, on ne peut faire que descendre pour atteindre tous les autres pixels de l'image. Donc ça nous permet en fait de mélanger des informations de montagnes, etc. Et on va voir à quoi ça sert. En fait, ça va nous permettre de définir. Oui. Oui. Il n'y a qu'une seule montagne. Il n'y a qu'une seule montagne. Ce que vous voyez ici, ça, alors en fait, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une montagne. En fait, voilà, imaginez que vous ayez deux montagnes, vraiment dans un relief montagneux. Si vous avez les deux montagnes, qu'est-ce que vous devez faire pour aller du sommet d'une montagne au sommet d'une autre montagne? Vous devez descendre et remonter. Eh bien, en fait, ici, vous êtes capable d'aller de là à n'importe quel autre point, même par exemple ici, ou ici, ou ici, ou là, en ne faisant que descendre. Donc en fait, il n'y a vraiment qu'une seule montagne. Alors elle est un peu bizarre, hein, il y a plein d'espèces de chemins indés qui suivent, etc. Mais on ne peut faire que descendre. Alors évidemment, on est capable de trouver de lui, pour aller de lui à lui, on est capable de trouver un chemin qui descend puis qui remonte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe un chemin qui permet d'aller de lui à lui en ne faisant que descendre, sans jamais remonter. Et si vous avez deux montagnes, et que finalement entre ces deux montagnes, il existe un chemin qui ne fait que descendre, finalement, en fait, vous n'avez qu'une seule montagne. Cette montagne, l'autre, elle ne peut pas vraiment prétendre à être une montagne. Alors, à partir de là, on peut définir une transformation qui est l'ouverture par reconstruction. Alors, l'ouverture par reconstruction, c'est pas du tout compliqué, mais il faut comprendre deux choses importantes. L'ouverture par reconstruction, alors, la reconstruction inférieure, on l'a vu, ça prend deux images, une image I, une image M, et un élément structurant. Et ce que ça fait, c'est que l'image M, ça fait des dilatations avec l'élément structurant, et à chaque fois, ça fait des minimums pixel à pixel avec I. L'ouverture par reconstruction, c'est quelque chose qui prend une image et deux éléments structurants. Et non pas deux images et un élément structurant. Ça prend une image et deux éléments structurants. Et en fait, ça fait une ouverture par reconstruction, mais en fait, l'image M qu'on utilise, c'est le résultat de l'ouverture de I par un élément structurant. Donc en fait, ça c'est vraiment directement notre construction qu'on avait définie. Voilà, on l'avait définie comme ça, la reconstruction. Sauf que l'image M de marqueur qu'on utilise, c'est simplement le résultat de l'ouverture de I par un élément structurant E. Attention, l'élément structurant qu'on utilise pour l'ouverture, c'est pas le même qu'on utilise pour la reconstruction. Pas forcément, en tout cas. En général, la reconstruction, étant donné que vous voulez reconstruire des composantes connexes, c'est gamma 4 ou c'est gamma 8. C'est l'un des deux. Par contre, pour l'ouverture, c'est l'élément structurant qui permettra de filtrer ce que vous avez besoin de filtrer sur l'image. Donc l'ouverture par reconstruction, une image et deux éléments structurants. Un élément structurant E qui permet de filtrer des éléments dans l'image I, et après un élément structurant de voisinage, gamma 4 ou gamma 8, qui sera utilisé pour faire la reconstruction de l'image. Et alors, à quoi ça sert? En fait, ça c'est super important. Alors regardez, en fait, à quoi sert l'ouverture par reconstruction? Donc regardez cette image là, vous avez l'image I qui est définie en haut à gauche, et ça c'est son profil quand on le trace, etc. en relief. Voilà ce qu'on obtient. Si on fait une ouverture, donc on fait une ouverture de I par un élément structurant suffisamment grand pour détruire les deux petits pics qui sont là. D'accord? Donc là, je vais faire une ouverture, ça permet de filtrer les montagnes. Une ouverture avec un élément structurant, genre un disque assez grand, qui ne rentrera pas dans les montagnes, comme ça les montagnes seront filtrées, mais qui sera assez petit pour rentrer dans cette montagne. Donc je fais mon ouverture, avec cet élément structurant E, et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens cette image-là. Alors maintenant, ma question, c'est cette image-là, donc ça c'est le résultat de l'ouverture, cette image-là, est-ce qu'elle a le même aspect que l'image I? Est-ce qu'elle ressemble géométriquement
est-ce qu'elle contient l'information que contenait I? Non, parce que, en fait, vous voyez, vous aviez un objet avec des ailettes allongées, etc. Vous aviez deux petits pics. On a fait un filtrage, donc c'est normal qu'elle n'ait pas exactement le même aspect, mais on voit qu'on a beaucoup cassé de choses. C'est-à-dire, on a cassé les petites ailettes qui partaient du centre, etc. Donc, elle n'a pas le même aspect. Mais par contre, cette image M, si elle a cette image I ouverte par E, là, elle a peut-être les montagnes qui m'intéressent. C'est peut-être elle qui contient les montagnes que je voulais conserver. Le problème, c'est que j'ai cassé l'aspect de l'image I en faisant mon ouverture. Donc maintenant, je vais faire en fait une reconstruction de cette image dans l'image I. Je fais une reconstruction. Alors, je dis, pardon le vocabulaire, c'est je fais une reconstruction de I par l'image M, c'est-à-dire I ouvert par E. Donc, je vais faire une reconstruction de I ouvert par E et restreinte à I. Et le résultat, le voilà. Voilà le résultat de la reconstruction. C'est ce que j'ai en bas à gauche. Et vous voyez qu'en fait, cette reconstruction, ça me permet en fait de faire une image finale qui a les mêmes montagnes que mon marqueur, c'est-à-dire que l'ouverture, une montagne qui est bien au centre, et qui a le même aspect que I, c'est-à-dire je reprends un peu la géométrie ou les motifs de I. Alors à quoi ça peut servir? Imaginons qu'on ait du bruxelles sur une image. Vous avez cette image et vous avez ces petits pixels blancs parasites. Alors premier réflexe, comment vous faites pour vous débarrasser des petits pixels blancs? On fait une ouverture par un très grand élément ou un petit élément structurant? Petit, il n'y a pas besoin d'un grand truc, donc gamma 4 ou gamma 8, ça va suffire. Et quand on fait l'ouverture, on obtient ça. Alors là, j'ai même fait 2 gamma 8, histoire d'exagérer un petit peu. J'ai fait 2 gamma 8, donc c'est un carré de 5 par 5 pixels. C'est grand. Est-ce que cette image, est-ce qu'on a encore des pixels parasites? Non. Est-ce qu'elle ressemble à l'image de départ ou est-ce que j'ai cassé des choses? Ça ressemble, mais en tout cas, on est quand même capable de voir qu'il y a eu un traitement, on arrive à voir les carrés, on voit quand même qu'on a cassé un peu l'aspect de l'image. Donc l'idée, c'est le résultat de cette ouverture, on va le reconstruire dans cette image. Et la reconstruction, voilà ce que ça me donne. Donc en fait, la phase de reconstruction me permet de rétablir l'aspect que j'ai cassé en faisant mon filtrage. Mon filtrage ouverture, fermeture ou d'autres filtrages même. Si je filtre à un moment donné des montagnes ou des canyons de l'image, enfin là c'est les montagnes, je suis capable avec la reconstruction de rétablir un peu l'aspect qui a été cassé par le filtrage. Mais ça a un coût. Le coût, c'est un coût algorithmique, c'est-à-dire que ce n'est pas une transformation immédiate. Alors, elle n'est pas non plus très très longue, dans les cas pratiques, elle va assez vite, mais ça a quand même un surcoût algorithmique. Mais ça permet de rétablir une certaine information graphique que possédait l'image. Donc voilà, la reconstruction, ça va vous permettre, je dirais, de compenser les effets négatifs des filtrages que vous avez vus avant, c'est-à-dire ouverture, fermeture, qui cassent un peu l'aspect de l'image, et ça permet de rétablir un petit peu l'aspect de l'image dans le résultat. Donc si on a défini la reconstruction inférieure qui agit sur les pixels plutôt clairs de l'image, sur les montagnes, tout ça, on va définir la reconstruction supérieure et la fermeture par reconstruction qui, elle, agira sur les canyons de la même manière. Alors, on définit la reconstruction supérieure de cette façon. Donc, on fait l'érosion conditionnelle. L'érosion conditionnelle, c'est quoi? C'est donc, ça prend une image M, ça l'érode et ça fait le maximum pixel à pixel avec I. Et la reconstruction supérieure, c'est quoi? C'est d'itérer. J'avais pas si, j'avais un slide, pardon. Ça, c'est l'érosion conditionnelle, pardon. Ça fait l'érosion de M par E, ça fait le minimum pixel, le maximum pixel à pixel avec I. L'érosion conditionnelle, on peut l'itérer plusieurs fois et on peut définir la reconstruction supérieure qui est de dire que j'érode M par E et je fais un maximum pixel à pixel avec I. Je répète l'érosion du résultat, je réérode le résultat par E et je fais un maximum pixel à pixel avec I et je recommence jusqu'à stabilité. De nouveau, vous êtes garanti d'atteindre cette stabilité parce que c'est une transformation qui est décroissante. Elle est décroissante, elle a une borne inférieure qui est I, puisque je fais toujours un maximum pixel à pixel avec I, donc j'ai une borne inf qui est I. Et vous savez que comme vous êtes en discret, vous avez un pas de décrémentation minimum de chaque pixel, donc vous êtes garanti qu'à un moment donné, soit vous allez atteindre directement I, ce qui n'est pas vraiment ce que vous voulez, soit vous allez atteindre en tout cas une convergence. Donc là, vous êtes garanti d'atteindre la convergence. Alors ça donne quoi? Le résultat, on peut l'interpréter de la même façon qu'on avait interprété les autres résultats, mais par rapport au pixel noir. Donc ici, si je fais l'érosion conditionnelle
pardon, si je fais la reconstruction supérieure de M dans I, ça va me reconstruire les composantes connexes de pixels noirs qui ont un pixel noir dans M. Donc ça va me permettre de reconstruire quoi, à votre avis, comme composante de pixels noirs? Alors tout, sauf les petits ronds. En fait, il y en a deux qui vont sauter, il y en a un qui garde, parce que vous voyez ici, j'ai un petit pixel noir qui est localisé dans un des ronds. Je crois que c'est celui-là. Donc voilà le résultat de la reconstruction. OK? Alors là, c'est en indé, c'est pas très intéressant. Alors là, ça c'est intéressant. Euh, Alors là, je vous donne l'exemple 2D. Alors, mon image M, c'est quoi? C'est une image M qui est entièrement blanche, sauf les bords qui sont noirs. Et maintenant, je vais faire la reconstruction de M dans I, et voilà ce que ça me donne. Voilà, ça c'est la reconstruction. Alors, pour essayer de comprendre ce résultat, vous voyez que toutes les pastilles foncées ont été bouchées. Pour essayer de comprendre ce résultat, on va essayer d'interpréter déjà qu'est-ce que ça fait la reconstruction supérieure, et je reviens sur ce slide après. Alors en fait, la reconstruction supérieure, comme la reconstruction inférieure, ça prend en entrée donc deux images. Une image I qui contient un relief, une information de départ intéressante, mais qui contient peut-être du bruit, des choses en trop. Et une image M, elle, qui est issue en général d'un filtrage de I, qui contient les canyons qui nous intéressent, mais qui a une information graphique un peu dénaturée, etc. Et le résultat, on prend un élément structurant E, qui est en général gamma 4 ou gamma 8, et le résultat S, ce sera quoi? Ce sera une image qui possède les mêmes canyons que M, donc autant de canyons aux mêmes endroits que M, mais le même relief, le même aspect graphique que I. Donc si on revient au slide précédent, cette image qu'on a à droite, alors M au départ, si je reviens sur M, elle avait combien de canyons? Elle en avait un qui était localisé sur les bords de l'image. Au centre, aucun canyon. Cette image I, elle a combien de canyons? Elle en a tout plein. Toutes les petites pastilles noires, c'est des canyons. Donc en fait, le résultat du filtrage, quand on fait une reconstruction supérieure de M dans I, ça va nous faire une image avec un seul canyon qui est situé sur le bord de l'image, et en fait, ça va nous reconstruire en fait tous les petites pastilles noires qui touchent le bord de l'image, mais au centre de l'image, plus aucun canyon. Donc toutes les petites pastilles auront été bouchées. Voilà pourquoi on a ce résultat. Comment? Alors, pourquoi on voudrait faire ça? Imaginez que sur cette image, alors ça c'est une image de soudure prise au microscope, vous voulez vérifier, alors en fait les pastilles c'est qu'il n'y a pas encore eu de soudure, d'accord? Vous voulez simplement vérifier que votre circuit électronique, il a bien les plots qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a percé, je crois, ou on a percé là où il fallait, et qu'on a bien le nombre qu'il faut. Comment vous faites pour détecter automatiquement les zones noires? Ben, vous pouvez faire cette transformation qui va vous permettre de boucher tous les trous, et après, par soustraction, vous récupérez uniquement les pixels noirs. Et après, vous faites un petit traitement pour segmenter, vous comptez le nombre de composantes connexes, et vous avez le nombre de pistes, enfin le nombre de trous disponibles, et vous connaissez leur emplacement, etc. Donc vous pouvez faire, voilà le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Après, là, c'est juste un exemple, c'est vrai qu'à chaque fois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, donc voilà. Alors, on peut faire aussi la fermeture par reconstruction, ce qui est simplement de faire une reconstruction supérieure. Mais cette reconstruction supérieure, au lieu de la faire avec une image M quelconque, en fait, l'image qu'on utilise de départ, c'est donc l'image I, et ce qu'on reconstruit, c'est l'image M, c'est en fait le résultat de la fermeture de I par un élément structurant E. Donc encore une fois, ici, on a notre reconstruction supérieure, et ici, le I fermé par E, c'est notre image M qu'on avait vue. Donc c'est la fermeture par reconstruction, tout comme l'ouverture par reconstruction, c'est le fait de faire une reconstruction supérieure, mais avec une image M qui est calculée à partir de I. Donc, la fermeture par reconstruction, c'est une transformation qui prend donc une image et deux éléments structurants. L'un des éléments structurants sert à faire la fermeture de l'image I, et le résultat, on le reconstruit dans I avec l'autre élément structurant. Donc l'élément structurant E dans cette transformation, il est utilisé pour fermer l'image, donc pour filtrer les canyons qui ne nous intéressent pas.
Et l'élément structurant F, il est utilisé pour faire la reconstruction après de l'image. Et donc lui, il faut que ce soit en général gamma 4 ou gamma 8. Mais pas toujours. Vous pouvez parfois prendre des éléments structurants plus grands que gamma 4 ou gamma 8 pour définir des voisinages élargis et faire par exemple du clustering de pixels. On peut utiliser cette transformation pour commencer à faire du clustering. Alors pas la reconstruction directement, mais enfin si la reconstruction. Alors, un exemple de ce que ça donne. On reprend l'image d'avant, mais cette fois-ci, on a fait du bruit du bruit poivre, pardon. Donc, on a plein de pixels noirs surnuméraires. Comment on va filtrer ces pixels noirs? La transformation de base que vous avez vue pour filtrer les canyons de l'image, c'est quoi? C'est la fermeture. Est-ce qu'on va prendre une fermeture avec un énorme élément structurant ou un petit élément structurant? Plutôt petit, parce que les pixels restent petits. Donc, on fait par exemple 2 gamma 8. Voilà, on a quand même pris grand. Bah, c'est pas énorme, hein, mais c'est suffisamment grand quand même pour bien dénaturer encore une fois notre image. Mais notre image, elle a vraiment plus le même aspect qu'avant. Les pastilles sont déformées, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une reconstruction de cette image dans cette image. Et voilà le résultat que vous obtenez. Donc là, vous voyez, vous avez quasiment l'image de départ, mais sans les pixels noirs. Voilà. Alors, on ne va pas faire la propriété des filtres par reconstruction, parce qu'on n'aura pas le temps de les faire. C'est juste essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est joli les filtres par reconstruction. Et les filtres par reconstruction, c'est joli parce que, alors, je passe assez rapidement. En fait, on peut définir sur une image I, alors vous savez ce que c'est que normalement une partition. Une partition d'un ensemble, c'est que cet ensemble, vous le divisez en sous-ensembles, tel que l'union des sous-ensembles vous donne votre ensemble de départ, et l'intersection de deux sous-ensembles distincts est nulle. Donc c'est sur la partition d'une image, c'est par exemple de découper une image sous forme d'un puzzle, et normalement, toutes les pièces emboîtées les unes dans les autres vous redonnent l'image, et aucune pièce ne se superpose à une autre. Ok. On peut définir aussi des partitions plus fines. Une partition plus fine, en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est que vous allez dire que P1 est plus fine que P2. Si on a été capable de construire la partition P2, donc celle qui est la moins fine, en prenant des éléments de P1, des éléments de partition, et en les fusionnant. Donc vous voyez, par exemple ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné le morceau vert avec le morceau bleu, et ça me donne le partitionnement P2. D'accord? Et ça me permet de définir une relation de partitions qui sont de plus en plus fines. Alors, ce n'est pas une relation d'ordre totale. Par exemple, vous voyez ici, P1, je ne peux pas l'obtenir, je ne peux pas fusionner des éléments de P1 et obtenir P3. Je ne peux pas fusionner des éléments de P3 et obtenir P1. On pourrait dire, ah bah oui, mais P3, ce qu'on peut faire, c'est fusionner une partie du rectangle avec le vert et une partie du rectangle avec l'orange. Oui, mais ce n'est pas l'opération que j'autorise. La seule opération que j'autorise, c'est la fusion complète d'un morceau avec un autre morceau. Donc en fait, ce n'est pas une relation d'ordre totale, c'est une relation d'ordre partielle. Mais on a cette vision de partition plus ou moins fine. Et une image en niveau de gris, voilà, une image en niveau de gris, on peut lui donner une partition naturelle. Par exemple, on peut voir cette image en niveau de gris, on peut définir le partitionnement suivant, seront dans une même partition tous les pixels voisins, donc là j'utilise le bit voisinage, tous les pixels voisins qui ont un même niveau de gris. Donc vous voyez cette image-là, tous les pixels à 2 qui sont voisins, ils sont en vert, dans la partition verte. Tous les pixels à 3 qui sont voisins, donc j'ai les morceaux bleus et le morceau à droite marron. Les pixels à 5 font un autre morceau gris clair. Là, les pixels à 1 font un morceau orange. En bas à gauche, j'ai un morceau d'un pixel violet. Et en bas à droite, j'ai 2 pixels orange qui font une autre partition. Donc ça, c'est le partitionnement naturel de l'image. Et je vous parle de partitionnement parce qu'en fait, en morphologie, il y a une catégorie de filtres qui s'appelle les filtres connexes. Et un filtre est dit connexe si en fait, quand on prend le partitionnement naturel de l'image et le partitionnement naturel de l'image filtrée par le filtre, eh bien, le partitionnement naturel de l'image de départ doit être plus fin que le partitionnement de l'image filtrée. En gros, ça veut dire que le filtre, ce qu'il a fait, c'est fusionner des partitions entre elles. Et c'est vrai qu'en traitement d'image, ce qu'on essaye, c'est de simplifier l'image, de diminuer le nombre d'informations, c'est-à-dire fusionner des partitions, obtenir des images avec un partitionnement de moins en moins fin. En fait, on essaie de fusionner des partitions. Par exemple, quand vous segmentez une image, c'est-à-dire que vous la transformez en image binaire, vous faites un partitionnement qui était, au début, vous aviez plein de niveaux de gris, et à la fin, vous n'avez plus que 2 niveaux de gris. Vous n'avez que quelques partitions dans l'image. Donc, vous essayez de diminuer le nombre de partitions en général en traitement d'image. Mais surtout, vous essayez de faire en sorte que les bords
le but, c'est que, certes, on veut moins de partitions, mais on veut que les partitions qu'on obtient dans l'image d'arrivée, leurs frontières ne soient pas déplacées par rapport aux partitions dans l'image de départ. On n'a pas envie de décaler des frontières. Si un grain de riz en niveau de gris, il est à un certain endroit, on n'a pas envie que quand on binarise, quand on segmente l'image, le grain de riz se soit déplacé. On veut vraiment que sa partition, ses bords, ce soit dans les bords qu'il y avait au début dans l'image. L'ouverture ne vous donne pas cette garantie. L'ouverture va vous déplacer des bords. Et vous le voyez, c'est pour ça que vous voyez, quand on fait l'ouverture des petites images de pilules, vous voyez cette espèce de forme carrée qui apparaît un peu en imprimé sur toute l'image. C'est parce que vous avez déplacé les partitions. Les bords ne sont plus les mêmes. Mais les filtres connexes, donc, normalement, ils ne déplacent pas les partitions. Et une propriété intéressante, en fait, c'est que tous les filtres par reconstruction, c'est-à-dire l'ouverture par reconstruction, la fermeture par reconstruction, ou plus globalement la reconstruction supérieure ou la reconstruction inférieure, sont des filtres connexes. C'est-à-dire ce qu'ils font, c'est vous fusionner des partitions sans déplacer le bord de ces partitions. Et c'est pour ça que le résultat, il est si beau. Et c'est ça ce qu'on cherchera souvent en traitement d'image, c'est d'avoir en fait des filtres connexes, parce que visuellement, le résultat, il est plus proche de l'image de départ. Il n'a pas créé des nouveaux bords, il a juste fusionné des partitions et conservé les bords existants. Voilà, bon, ça, on s'en fiche un peu. Et ça, on n'aura pas le temps de le faire, donc on laisse passer les ASF et les H extrema et la ligne de partage des eaux. C'est pas très grave. On va maintenant passer au TP sur la reconstruction. Donc le TP sur la reconstruction, il vous demande d'abord, premier exercice, de coder une dilatation conditionnelle, une érosion conditionnelle, une reconstruction inférieure, une reconstruction supérieure, une ouverture par reconstruction et une fermeture par reconstruction. Et il vous donne des images de test pour tester le résultat à partir d'un certain élément structurant. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous demande le TP, le plus important, c'est passer sur l'image des grains de riz. Et maintenant, ce que vous allez faire sur l'image des grains de riz, c'est faire un algo qui, petit 1, va compter le nombre de grains de riz sur l'image. Donc, vous partirez de l'image binaire et avec plein de reconstructions, comme on a vu, vous allez compter le nombre de grains de riz qu'il y a dans l'image. Et pour chaque grain de riz, ensuite, ce que vous ferez, chaque grain de riz, vous mesurerez son épaisseur avec l'algo que vous avez fait déjà pour mesurer l'épaisseur du plus grand grain de riz sur l'image. Vous pourrez, en isolant chaque grain de riz, faire tourner votre algo et avoir l'épaisseur du grain de riz. Puisque si vous isolez chaque grain de riz, vous l'isolez sur une image, quand vous mesurez sur cette image où il n'y a qu'un grain de riz l'épaisseur du plus grand grain de riz, ça vous donne l'épaisseur du grain de riz que vous avez isolé. Donc vous aurez comme ça l'épaisseur de chaque grain de riz. Vous mesurez également la longueur de chaque grain de riz, avec une autre méthode dont on parlera. Et ensuite, s'il y a le temps, vous pourrez faire une carte d'anomalie des grains de riz, c'est-à-dire faire une carte en fausse couleur qui vous affiche les grains de riz anormaux par rapport aux grains de riz plus normaux. Vous la verrez en fausse couleur. En gros, les grains de riz normaux apparaîtront verts, les grains de riz anormaux pourront apparaître rouges ou des choses comme ça. Et ça vous servira directement dans le projet, puisque le projet, c'est prendre des cellules et par une approche similaire, mais pas exactement la même, être capable de détecter sur cette image les cellules normales des cellules anormales. Voilà. Hop, je peux